À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle, plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour en savoir davantage, il nous faut remonter le temps. Notre voyage débute il y a environ 5 milliards d'années. Notre magnifique planète bleue n'existe pas encore. Seule une jeune étoile, le Soleil, trône au milieu d'un nuage de poussière cosmique. Nous sommes arrivés trop tôt, la Terre n'est pas encore formée. Au fil du temps, la poussière se réunit sous l'effet des forces de gravitation pour former de petits morceaux de roche. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette accumulation de matière va engendrer un objet aussi complexe qu'une planète. En l'espace de plusieurs millions d'années, la gravitation va poursuivre son œuvre pour donner naissance à la Terre, une planète parmi tant d'autres qui orbitent autour du Soleil. Il y a 3 900 milliards d'années, des débris issus de la formation du système solaire s'abattent sur la Terre. Observons ces minéraux étranges au cœur des météorites. Ils ressemblent à des cristaux de sel, le même que l'on saupoudre sur nos aliments. Chacun d'entre eux renferme de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles célestes pourraient bien contenir l'ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Chaque météorite ne contient qu'une quantité infime d'eau. Mais il s'agit d'un bombardement qui va durer 20 millions d'années. Des flaques se forment et l'eau s'accumule sur le sol ferme. Car si le noyau de la Terre est toujours en fusion, il règne une température de 70 à 80 degrés à la surface, qui a favorisé la formation d'une croûte. Chaque goutte, chaque perle dans les océans que nous connaissons aujourd'hui date de plusieurs milliards d'années. Elles ont parcouru des millions de kilomètres avant d'atteindre la Terre. La Terre nous apparaît plus familière, mais c'est encore un lieu dangereux. Il y a 3 800 millions d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Quelque chose a modifié la trajectoire de ces météorites. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans.
En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. Il reste difficile d'imaginer, de visualiser la complexité du fonctionnement d'une seule cellule. Imaginez. La membrane de la cellule est comme une fine peau de molécules de graisse. Des protéines dressées comme des mains captent, filtrent et pompent minéraux, sucres et autres nourritures. D'autres protéines réceptionnent des messages sous forme d'hormones et de macromolécules. Ces récepteurs transmettent le signal à l'intérieur de la cellule. Certains messagers atteignent le réseau du réticulum endoplasmique. Au signal, le calcium jaillit du réticulum. Il stimule et module l'activité de la cellule. Ensemble, calcium et messagers peuvent ordonner au réseau de microfilaments sous la membrane de se contracter, de se relâcher ou de se fragmenter. Des protéines assemblées en nid d'abeille avalent des morceaux de membrane chargés d'hormones, de récepteurs et parfois de virus. Dans le cytoplasme, la structure protéique se disloque, libérant une vésicule de membrane avec son chargement. La mitochondrie est l'organelle qui fournit l'énergie dont la cellule a besoin pour actionner ses pompes, ses moteurs et ses micro-machines. Cette usine électrique miniature voyage le long de microtubules grâce à des protéines motrices. Les mitochondries sillonnent ainsi le cytoplasme, véritable soupe d'enzymes, de micro-machines et d'organelles en constant état de flux. Des hormones s'enfoncent dans le cytoplasme et se faufilent entre les tubes de réticulum endoplasmique, lieu de synthèse des protéines. Des microtubules en grand nombre annoncent la présence du centrosome. Le centrosome, tel une pieuvre, explore le cytoplasme environnant et positionne les organelles à l'aide d'une multitude de microtubules qui s'allongent et se rétractent. Abordons maintenant l'organelle la plus complexe et la plus volumineuse de la cellule, le noyau. Pour y pénétrer, il faut passer par des pores nucléaires qui trient protéines et messages. C'est dans le noyau que résident les gènes, précieux dépositaires de notre patrimoine héréditaire. Les gènes sont alignés sur un long fil d'ADN, s'enroulant en collier autour de perles de protéines. L'ADN est une molécule géante, organisée en double hélice. Deux paires de petites molécules, les nucléotides, apparient les deux brins de cette double hélice constituée d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'autres éléments. Une hormone liée à une protéine réceptrice rejoint d'autres couples identiques. Ensemble, ils vont repérer un gène particulier, exécuteur des ordres de l'hormone. Une armada de protéines s'assemble et forme une micromachine capable de lire et de transcrire le gène choisi sous une forme nouvelle, l'ARN. La copie terminée, l'ARN messager se détache de son support d'ADN. L'ARN, chargé d'informations, sort du noyau à travers un pore nucléaire. Il passe dans le cytoplasme pour y être traduit en protéines. La cellule a reçu l'ordre de se diviser. Elle doit dupliquer son ADN. Il s'agit de faire deux copies identiques du brin original. Les micromachines et leurs enzymes travaillent en de multiples sites le long des brins d'ADN. Les brins doivent ensuite se condenser pour être répartis équitablement lors de la division.
Des protéines de structure et des enzymes orchestrent les phases de condensation, de repliement et d'enroulement du brin d'ADN et de sa cohorte de protéines. Ils vont former les chromosomes, dont la taille se mesure en microns. Une multitude de microtubules fusent des centrosomes qui, comme les chromosomes, se sont dupliqués. C'est la mitose, l'événement le plus spectaculaire dans la vie de la cellule. Désormais, les paires de chromosomes et les arceaux de microtubules organisés en fuseaux architecturent le centre de la cellule. Dans un premier temps, les paires de chromosomes glissent le long des microtubules. Puis les microtubules capturent les chromosomes en leur centre au niveau d'une structure en forme de disque, le kinétochore. Cette danse de la mitose est orchestrée par une troupe d'enzymes et de protéines motrices. Les paires de chromosomes s'alignent à égale distance des deux pôles. Soudain, les microtubules séparent les chromosomes en deux lots égaux et ramènent chaque lot vers chaque pôle du fuseau. La mitose s'accomplit. Elle sépare deux jeux de chromosomes et de centrosomes identiques. Un anneau de contraction fait de microfilaments scinde alors la cellule en son milieu en deux cellules filles. Ces deux cellules filles vont grandir puis se diviser à leur tour. Ainsi va le cycle de la cellule, source de toute vie.